Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 3 de ce Tour de France 2021. Étape numéro 3 qui sera en fait la première vraie bagarre entre sprinters de ce Tour de France. Normalement, parce qu'avec ce Tour de France, on peut parfois avoir des petites surprises. Étape donc plutôt réservée aux sprinters parce qu'on aura très peu de difficultés. En fait, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à attaquer 4 jours quasiment jusqu'au 2 juillet qui seront des jours de sprinters, notamment l'étape de Châteauroux, l'étape des Fougères. Entre temps, il y aura le contre-la-montre à Laval. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos favoris, à me donner à me dire également ce que vous pensez de cette étape. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Enfin un vrai sprint, enfin de la vraie bagarre. Pourquoi? Parce que on a simplement 5000 plutôt, 1539 mètres de dénivelé positif. Si on avait 5000, ça serait l'étape la plus dure de l'année en Grand Tour. C'est de l'étape numéro 14 dans ce classement au niveau donc du dénivelé positif. Et aujourd'hui, on va traverser donc le Morbihan. Les routes seront pas très larges dans le final. Il faudra faire attention encore sur cette étape-là, parce qu'on aura des moments où ça sera un peu tendu et en sachant que le vent va peut-être un petit peu s'en mêler. On va regarder le profil. Donc là encore, largeur de route pas énorme. Jusqu'à Carnac, pardon, on est le long de la mer. Vers Carnac, la Trinité-sur-Mer. À Auray, on est déjà plus le long de la mer. On quitte vraiment le bord de mer et on re-rentre dans les terres. Ensuite, notamment quand on arrive à Plumélec, à côté de la côte de Cadoudal. On démarre à Lorient pour aller à Pontivy, 183 km. Lorient, donc départ pas loin du bord de mer, puis à Auray, on est déjà plus le long du bord de mer. On va pas mal changer un peu de direction par rapport au vent, donc il faudra faire très attention. À des moments, on aura le vent de face, à des moments, on aura le vent de côté, à d'autres moments, on aura le vent de dos. On passera à la côte de Cadoudal, 1,8 km à 5,7% de moyenne. Je vous en ai déjà parlé de la côte de Cadoudal. C'était l'arrivée de l'étape 1 entre Brest et Plumélec en 2008. C'était la côte de Cadoudal. On passera à Plumélec juste avant, donc ça sera au kilomètre 91, côte de 4e catégorie. On redescend, on arrivera à la Fourchette au kilomètre 118. Ça sera peut-être l'heure de pique-niquer, mais ça sera surtout le temps du sprint intermédiaire. Radenac, Locminé. Je m'excuse pour les Bretons, mais voilà, je ne connais pas la prononciation bretonne, je n'ai pas fait breton. J'ai failli faire breton en fac, mais je ne l'ai pas fait, j'ai fait une autre langue. Côte de Plumet-Lia-E, 2 km 2 avec 3% de moyenne, côte de 4e catégorie, km 148. Je vais vous monter le profil des deux côtes parce que je ne vous ai pas montré le profil de la côte de Cadoudal. Donc voilà la côte de Cadoudal. 5 km, 5,4%, passage un peu compliqué entre le kilomètre 1 et le kilomètre 1.5 à 8,3. C'était là que Valverde avait fait la différence, c'était à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est pas non plus extrêmement difficile. Et puis avant, donc, ensuite la côte de Plumet. L'IAE, ça c'est une côte bien plus plate et vous voyez l'année dernière elle n'aurait pas été présente dans le classement de la montagne. Cette année elle fait partie des côtes de 4e catégorie. 3,7% entre le kilomètre 1.5 et le kilomètre 2.2. Bon, on va dire que c'est un faux plat montant, quoi. Moi, j'appelle pas ça une difficulté. Après la côte de Plumet-Lieu, on ira à Saint-Nicolas-des-Eaux, Guernes, puis l'arrivée à Pontivy. L'arrivée à Pontivy, un petit peu technique, on va en reparler. On passe tout de suite au final. Du côté du final de cette étape, il va falloir faire attention. Moi, j'ai regardé à partir de Guernes, mais pendant toute la journée, de toute manière, la largeur des routes ne sera pas très importante, surtout quand on commence à revenir dans les terres. À Guernes, on est donc à peu près à 15 km de l'arrivée. Et en fait, en rentrant dans Guernes, on va prendre une route assez étroite qui va nous faire quitter Guernes. La route vraiment pas très large, je dirais que c'est un peu comme le départ du Fossé aux Loups, c'est-à-dire 4-5 coureurs grand maximum. Ça va être pendant 3 km. C'est pas simplement 1 km, c'est pendant 3 km. Puis ensuite, on va tourner sur la droite. Ça sera du côté de Maison Blanche. On va se retrouver à avoir une route plus large à 12 km 700. Qui va nous emmener jusqu'à Pontivy. C'est-à-dire jusqu'à Pontivy, jusqu'au quai de Pontivy, on va rester sur la même route. Il y a quelques virages, mais bon, la route est quand même déjà un peu plus large à ce moment-là. Je pense que c'est à Guernes, après Guernes, donc jusqu'à, je crois que ça s'appelle Maison Blanche,
où on peut avoir des chutes, surtout que le vent provoquera peut-être de la tension. Pas de changement de route jusqu'à Pontivy. Arrivée sur les quais, c'est une arrivée qui ressemble énormément pour moi à ce qu'on a vu aux boucles de la Mayenne du côté de Laval. Vous voyez, quand cette année à Laval, ils ont pris les quais d'un côté, un petit pont, et les quais de l'autre côté, ça va être un petit peu le même principe. On va prendre les quais d'un côté, qui sont assez étroits, on traverse un petit pont, on redescend les quais de l'autre côté. Ensuite, on a deux ronds-points, mais qui sont quand même... un rond-point, pardon, qui est quand même assez large, à 2,5 km. Et ensuite, on a une longue droite d'1,7 km à peu près, 1,5 km, 1,7 km, qui va nous emmener jusqu'à l'arrivée. Il y a une petite courbe, mais vraiment, on voit la ligne d'arrivée d'assez loin. Et ensuite, le sprint. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la capacité de remonter dans le final, dans la dernière ligne droite. Donc, il ne faudra pas être placé trop tôt. Il faudra garder de la main-d'œuvre dans cette dernière ligne droite. Sinon, on peut se faire avoir. Du côté de l'histoire de cette étape, c'est la première arrivée à Pontivy. Par contre, Lorient a déjà connu des arrivées, notamment 2006 avec l'étape numéro 8. C'était la veille de la journée de repos, de ce que j'ai trouvé sur internet, j'ai regardé un petit peu. Au programme, on avait Mur de Bretagne et la côte de Timarec. La côte de Timarec qui est en fait la côte du Grand Prix de Plouay. Enfin, avant, ce qui était le Grand Prix de Plouay, maintenant à Bretagne Classique, on la prend beaucoup moins. Pour la course féminine, on prend encore souvent Timarec, donc c'était cette côte où on faisait la différence. Totalement, c'était là qu'avait attaqué Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel aussi avait attaqué dans la côte de Timarec. C'était les deux principales difficultés de la journée, mais on avait plusieurs autres côtes. Sur cette étape, les routes n'étaient pas très larges non plus. C'était le jour de la finale de France-Italie. Alors ça, je n'en avais pas souvenir, très clairement. C'était plat dans le final, beaucoup d'attaques et l'échappée part après 48 km. C'est-à-dire on a une première heure de course très rapide. Dans l'échappée, on a Mats Kessler de la Team Mobile, Sylvain Calzati d'AG2R, Mario Hart de David Hamon. Je crois que c'est Mario Hart. Je suis peut-être en train de me planter, mais il y avait Hart dans la division, je pense que c'était Mario Hart. On avait également Kim Kallström du côté de la Liquigas et Patrice Algan du côté du Crédit Agricole. L'échappée part assez vite et puis l'entente n'est pas énorme en fait dans cette échappée. Et il va y avoir plusieurs attaques et Calzati décide d'attaquer à 34 km de l'arrivée et puis sacré numéro de Calzati parce que Algan et Kallström qui vont suivre ensuite derrière n'arriveront jamais à revenir sur l'homme de tête qui s'impose après un grand numéro. Je rappelle que Calzati, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un coureur qui n'a pas une grande carrière, qui est passé dans des équipes pas forcément exceptionnelles. Alors il est passé chez AG2R, mais à l'époque où AG2R c'était pas une grande formation, au milieu des années 2000, AG2R était un petit peu dans un ventre mou après la période Casino où vous avez une grande formation mais pas mal de cas de dopage. Il y avait plus les cas de dopage ensuite, à part je crois Mancebo et Astarloa, je crois, qui avait été pris pour dopage quand ils étaient dans cette formation AG2R. Mais c'est un moment où jusque dans les années 2010, l'équipe est pas énorme. Alors il y a quelques coureurs qui s'en sortent, notamment Riblon, notamment Dessel, et notamment Calzati, mais Calzati aura, je crois, des problèmes de genoux, il va arrêter sa carrière assez vite. Il n'aura pas une carrière très longue, c'est quand même le vainqueur du Tour de l'Avenir en 2004, mais à une époque où le Tour de l'Avenir était aussi dans le ventre mou, c'est-à-dire que c'était plus grand-chose le Tour de l'Avenir. Vous aviez des équipes professionnelles qui participaient avec des U23, avec des équipes nationales, c'était un petit peu le grand bordel. Et il s'était imposé. À l'époque, il était dans l'équipe Aubert 93. Ensuite, il avait rejoint RAGT, Semence, MG Rover, qui n'a pas duré très longtemps, qui était en fait la suite de l'équipe Jean Delatour au début des années 2000. Et puis après, il a enchaîné plein d'équipes, mais pas forcément de très bon niveau. Le sprint du peloton ce jour-là est remporté par Robbie McEwen devant Daniele Benatti. Ça nous rappelle les bonnes vieilles années la bonne vieille époque des années 2000 avec McEwen, Benatti, Baden-Cook, Stuart O'Grady qui sprintait. Incroyable. On passe aux régionaux de cette étape. Du côté des régionaux, j'ai noté Warren Barguil qui est né à Hennebon. C'est juste à côté de Lorient. Hennebon, c'est une dizaine de kilomètres de Lorient. On a également du côté des non-cyclistes Armel Lecléache et Thomas Coville, les navigateurs. Et on a la famille Gourcuff
Johan et Christian, qui est né également dans ce coin-là, et Michael Landreau, également du côté des footballeurs, qui est du côté de Lorient, qui a entraîné l'équipe de Lorient sans grande réussite en Ligue 2. Du côté de Pontivy, David Lapartien, le président de l'UCI, est né à Pontivy, et puis pour une personnalité un petit peu haute du showbiz, les vedettes, Jean-Yves Lafesse, j'ai pas trouvé mieux. Puis ça m'a fait marrer de mettre Jean-Yves Lafesse, donc voilà. Du côté de la météo de cette étape, ça va être un petit peu compliqué. Alors déjà, on a des risques d'orage pendant toute l'après-midi, donc il se pourrait qu'on prenne la saucée, comme on dit un petit peu dans le jargon technique. Il va pas falloir oublier les vêtements de pluie dans les voitures de directeurs sportifs, très clairement. Du côté des températures, on aura entre 15 et 20 degrés, c'est-à-dire 20 avant que ça pète, 15 après que ça pète. Le vent, 30 km/h à peu près pendant toute la journée. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la limite pour un coup de bordure, 30 km/h. Je dirais que c'est la limite basse, mais il sera de face en début de journée jusqu'au bas de l'Orient. Tu sais, dans toute cette période, cette portion bord de mer, on sera avec le vent de face. À Auray par contre, donc quand on repartira du bord de mer, qu'on fera un petit demi-tour à un moment, eh bien on l'aura plutôt de dos ce vent, puis il va légèrement tourner. Après Plumelec, à Plumelec, il sera encore 3/4 d'eau, il faudra faire attention. Mais ensuite, il va tourner. Parce qu'on l'aura, ça sera plus un vent de sud, comme on avait en début d'étape, ça sera un vent d'est en fin de journée. Et à Pluméliau, notamment, il sera de nouveau 3/4 d'eau, donc on devrait l'avoir à plusieurs moments 3/4 d'eau. Et en fin de journée, notamment en fin d'étape, il sera de 3/4. Soit dos, soit face, j'ai du mal à déterminer. Et puis dans le final, par contre, il sera 3/4 face, très clairement, dans les 12 derniers kilomètres pour arriver jusqu'à Pontivy. Et dans la ligne droite finale, je pense qu'il sera plutôt 3/4 dos. Donc, à part peut-être dans la petite courbe, c'est vrai qu'il y a une petite courbe, mais il sera plutôt de côté et pas forcément de face dans le final. Donc ça devrait aller très très vite dans cette dernière ligne droite. Du côté de la stratégie, moi je vois une échappée de 3 à 4 coureurs max, parce qu'il va falloir partir en costaud. Puis surtout, il va falloir résister au peloton. Avec le vent, je pense que l'échappée a de grandes chances d'être reprise, peut-être même extrêmement tôt. Surtout qu'on a des routes étroites et que le peloton, je pense, sera très tendu pendant toute la journée. Du côté des pronostics, moi j'ai mis Caleb Ewan. Pourquoi Caleb Ewan? Parce que j'ai l'impression que sur cette première étape, il n'a pas trop fait d'efforts. Il a une équipe solide autour de lui et c'est un coureur qui sait bien se faufiler quand même, Caleb Ewan. Donc dans le vent, ça peut être intéressant. Je mets Arnaud Démare parce que Arnaud Démare gère bien ce genre de situation normalement. Je mets Wout van Aert parce que on sait jamais s'il y a un coup de bordure qui sort avec Roglic. Wout van Aert, il est quand même très très doué dans les coups de bordure. Et la grosse cote, moi j'ai mis Mark Cavendish, parce qu'il a une grosse équipe autour de lui, que la Quick-Step se fait quand même rarement avoir sur les coups de bordure, voire c'est souvent elle qui les met en place, ces coups de bordure. Donc Mark Cavendish, pourquoi pas, en ayant éliminé quelques sprinters, s'imposerait du côté de Pontivy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment pour le débrief de cette étape. J'espère ce soir si la connexion internet suit bien. Et pour la présentation de l'étape numéro 4 demain matin 7h30. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.